Le double tombolo de Gien à Hyères, une curiosité géologique rare. Et si nous lui laissions nous donner de ses nouvelles depuis 2015? Lorsque vous m'observez de la colline de Costebelle, vous voyez mes deux grands bras qui retiennent l'île de Gien pour ne pas qu'elle s'en aille au large. À ce moment-là, vous ne pensez pas que je suis quelque chose de très rare. En effet, nous ne sommes que 3 en Europe. Orbitello en Italie, Ifascalp en Espagne et moi-même hier. Depuis 2015, ma santé ne s'est pas améliorée. Il s'est raconté bien des choses et il y a eu beaucoup d'études pour essayer de trouver des remèdes au mal qui me ronge, surtout les jours où les différents vents qui soufflent de l'ouest stimulent la houle pour me faire des misères. Afin que vous puissiez mieux comprendre tout ceci, je vais vous présenter un maximum de documents que je vous commenterai au passage. Dans un premier temps, je vais vous parler de mon évolution, des aménagements qui ont été réalisés au fil du temps, ainsi que des causes de mon érosion. Les traces relatives à ma formation remontent à 28 000 ans, lorsque des bancs de sable ont été cimentés par l'eau chargée de calcaire du Gappo. Ces beach rocks reliaient l'Almanar à Gien, et il y a 5000 ans, le Gappo déposait côté est des vases noirs alors que le niveau de la mer se situait à moins 20 mètres par rapport à aujourd'hui. Entre moins 5000 et moins 3000 ans, du sable s'est déposé côté ouest et a probablement recouvert les beach rocks pour former ma plage actuelle. Le niveau de la mer se situait à moins 1 mètre environ. Vers moins 2000 ans, mon tombeau d'eau est a pu amorcer sa formation en partant de Gien. À partir de ce moment-là, mon tombeau d'eau ouest n'a plus été alimenté en sable, mais a peut-être pu servir d'abri naturel pour les bateaux. Au fil du temps, mon tombeau d'eau est s'est développé pour remonter jusqu'à l'estuaire du Gappo. Les inondations de celui-ci ont probablement contribué à créer ce passage entre le tombolo et le rivage original, puis à le combler progressivement en créant mes marécages. C'est la carte de 1634 réalisée par Christophe Tassin qui nous permet d'imaginer aujourd'hui ce scénario. Nous allons maintenant observer mon évolution plus récente. Sur ce plan de 1780, le Roubaud et les eaux de fuite du canal Jean-Neuve se jettent dans mon étang du Pesquier depuis 1480 et les eaux excédentaires s'évacuent par le gros passage aménagé à la Capte. Sur mon tombeau ouest, un chemin dans la dune est le seul accès pour aller à Gien. Lors des inondations du Gappo, le Gros permet d'évacuer une partie de ces eaux, mais quelquefois, la violence de celle-ci brise mon cordon ouest. Les archives attestent la véracité de ces faits. Nous retrouvons ces doubles brèches sur les plans de différentes périodes. Mon étang du Pesquier aura également une activité de pêcherie et des bourdigues seront aménagées dans le Gros afin de piéger les poissons. À l'aide de photos aériennes anciennes, je vous invite à remonter le temps afin de vous faire constater par superposition l'évolution de mon cordon dunaire dans la zone d'érosion la plus critique. En 1924, les tables salantes sont en place et vont nous servir de repère pour la superposition des photos. En 1943, à gauche de la photo, on voit bien qu'on va prélever beaucoup de sable. Une marque sombre sous la surface de l'eau est également visible dans cet alignement.
La construction d'ouvrages militaires à cette époque n'y est probablement pas étrangère. En 1959, à gauche de l'image, le décrochement relatif au prélèvement de sable s'est estompé. On peut remarquer qu'au droit de ce prélèvement, le canal de ceinture a été déplacé vers l'est et fait un léger décrochement. Une amorce de canal a été creusée à l'est de ce déplacement sur 280 mètres. Nous constatons ici une amorce de recul face à la mer. La route du sel a été créée en 1969, juste à l'ouest du canal de ceinture. Le canal, amorcé en 1959, a été prolongé jusqu'au nord des tables salantes, ainsi que vers le sud, au-delà de l'étang triangulaire. Il y a maintenant 2 canaux de ceinture en parallèle. Le recul face à la mer est finalisé. En 1977, l'étier original a disparu. Il a été remblayé et la conduite d'eau potable a été déplacée en bordure du nouveau canal de ceinture. Tout ceci officialise notre recul face à la mer et permet aux touristes de stationner. À partir de 1979, des palissades de rondins ont été mis en place afin d'essayer de stabiliser Madune. Puis en 1984, des enrochements viendront renforcer cette protection. Suite à la tempête de 1994 qui m'a fait beaucoup de dégâts, la route a été déplacée en bordure de l'étier et confirme à nouveau le recul stratégique face à la mer. Les 2 routes nous servent de repère pour faire ce constat. Afin de lever tout malentendu sur mon érosion, nous allons mettre en place des jalons verts sur ma photo en 2017. Puis, en y superposant le plan du cadastre napoléonien de 1828, il va être possible de mesurer les différentes largeurs de mon tombolo ouest il y a 189 ans au droit de ces repères. Mise en place des jalons verts sur des points caractéristiques de la photo de 2017. Superposition du cadastre napoléonien de 1828 par transparence sur la photo de 2017. La position des jalons mis en place initialement coïncide bien sur le plan de 1828. Mise en place de jalons rouges sur les points caractéristiques des tables salantes afin de réaliser des mesures sur le tombolo ouest. Superposition de la photo de 1943 sur celle de 2017 en se calant sur ces repères. Zoom sur la photo de 1943 afin de vérifier ce calage ainsi que celle de 2017. À titre d'exemple, nous allons réaliser nos mesures au droit du repère R6. Masquage des plans de 1943 et 2017. En 1828, les tables salantes n'existaient pas encore. Mesure avec Google Art de la largeur du tombolo ouest en 1828 au droit du repère R6, égale 58 mètres. Mesure de la distance entre le repère R6 et le trait de côte de 1828, 212 mètres. Mesure de la distance entre le repère R6 et le trait de côte de 1943, 218 mètres. Mesure de la distance entre le repère R6 et le trait de côte de 2017, 188 mètres. Tableau récapitulatif de l'ensemble des mesures réalisées suivant ce principe. Nous pouvons notamment remarquer qu'au droit du repère R6, mon trait de côte a reculé de 25 mètres environ depuis 1828, ce qui représente une moyenne de 13 cm par an. Je vais maintenant vous montrer une étude réalisée en 2017 par la ville d'Hyères, intitulée
protection du tombolo ouest de Gien et de la route du sel. Ce rappel historique vous montre l'alignement d'enrochements en place en bordure de mon chemin de sable avant la construction de ma route goudronnée, dite route du sel, puis les travaux de terrassement de celle-ci. À partir de 1970, ça va de plus en plus mal. L'érosion est de plus en plus marquée et des travaux plus lourds de protection sont réalisés en 1975 et 1978. Jusque dans les années 90, des blocs rocheux et de perrets en bois sont mis en place pour essayer de limiter le mal qui me ronge. Ces protections en dur vont se révéler inefficaces lors des tempêtes de 1987, 1994 et 1997. À partir de 1994, il y a un changement de stratégie. C'est la reconquête naturelle du tombolo, avec notamment la mise en place de ganivelles pour piéger le sable qui s'envole sous l'effet du vent. Cela permet aussi de canaliser l'accès à la plage des baigneurs qui évite le piétinement de ma végétation protectrice. Les blocs rocheux et les perrets en bois sont retirés. Je retrouve ainsi mon aspect de vraie plage. Mais lorsque les tempêtes reviennent, elles me font toujours autant de dégâts dans ma partie nord. En janvier 2018, une d'entre elles a créé 3 brèches complètes dans la dune de 750 mètres entre les bornes 5 et 16. Puis, suite à une autre, en novembre 2018, les brèches initiales se sont à nouveau ouvertes et agrandies sur une longueur de 1100 mètres environ entre les bornes 5 et 18. Alors là, ça m'a vraiment fait mal. Nous allons maintenant rechercher les différentes causes qui provoquent les problèmes d'érosion sur mon tombolo ouest. Nous avons évoqué précédemment le fait qu'après la fermeture de mon tombolo ouest, les apports d'alluvions ont cessé de m'alimenter du côté ouest. Ceux-ci ont continué à remplir la rade d'hier, comme le visualise en bleu ce plan IGN. De mon côté ouest, il n'y a aucune trace d'apport d'alluvions. Ceci est mis en évidence sur cette maquette en relief réalisée par l'Association des Amis de la Presqu'île de Gien. Si le Gapo s'était jeté dans le port de Toulon en apportant ses alluvions, ce canyon sous-marin aurait été comblé. Observons maintenant le détail de la bathymétrie des fonds marins sur mon côté ouest. Vous pouvez remarquer des formes très irrégulières avec des zones -3 à proximité du rivage qui témoignent des prélèvements de sable. La position des beach rocks correspond aux zones qui n'ont pas été creusées. Les flèches rouges localisent les ravines sous-marines. De tout temps, l'homme a eu besoin de sable et ma plage de l'Almanar a été largement sollicitée pour construire le château, les remparts et les maisons d'hier, ainsi que ceux de la garde dont témoigne ce panneau. La construction de la ville fortifiée de Toulon y a également fortement contribué. Puis, avec la construction de son port, les besoins en sable ont été considérables. Pour mesurer l'impact de l'aménagement des tables salantes de l'étang du Pesquier sur mon érosion, nous allons comparer le cadastre napoléonien de 1828 à la photo aérienne de 1943. En réalisant la superposition des deux, nous pourrons objectivement constater la partie qui a été grignotée. Sur le cadastre de 1828, nous mettons en place des repères, puis nous superposons la photo de 1943.
La zone en jaune illustre la partie qui a amputé mon bras par l'intérieur de celui-ci et non côté mer. La mesure de surface faite avec Google Earth nous indique un peu plus de 3 hectares. Durant la guerre de 39-45, il a également fallu beaucoup de sable pour construire des blocos et autres ouvrages militaires. Les échanges par le détroit de Gibraltar entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée créent de forts courants marins. Nous pouvons constater leur complexité sur cette animation. C'est le courant Ligure qui vient lécher nos côtes en arrivant de l'Italie. Avec le relief côtier, il génère des courants de fond qui créent 2 courants longitudinaux qui convergent vers le milieu du golfe de Gien. Les fortes houles génèrent à leur tour des courants sagittaux de retour qui érodent les différents chenaux. Dans ma moitié nord, le pourcentage de galets est le plus important car les particules fines sont emportées par les tempêtes. Cette simulation numérique permet de visualiser les différents courants lors d'une tempête. Lorsque vous regardez cette image de Google Earth, vous avez l'opportunité de visualiser mon sable qui est mis en suspension dans l'alignement des chenaux et qui, malheureusement, est emporté vers le large par les courants sagittaux. Ce document de Sogrea de 1988 nous renseigne sur l'estimation des volumes de sable qui quittent annuellement ma plage dans la partie nord et ceux qui se redéposent dans la moitié sud. Il y a un point d'équilibre vers le milieu. Dans la moitié nord, j'ai un déficit de 29 000 m3 annuels qui disparaissent, soit 43 500 tonnes qui représentent 2900 camions de 15 tonnes, c'est-à-dire 56 camions par semaine. Dans la moitié sud, environ 15 000 m3 vont se déposer au milieu des Posidonies et ne sont donc pas récupérables. Il y a également environ 5 000 à 10 000 m3 qui sont emportés par le vent d'ouest dans les temps du Pesquier. Allez, afin d'un peu vous détendre, nous allons repartir de 2017 et remonter le temps. Je vais vous amener faire une petite balade de 2 km au-dessus de Montombolo en 1943, du temps où il n'y avait qu'un chemin de sable pour aller à Gien. Là, vous pouvez voir les traces d'un recul de 20 mètres dans ma dune créée par les prélèvements de sable. Les points rouges visualisent les bornes repères actuellement en place jusqu'à la borne 21. Vous voyez au passage l'étang triangulaire avec cette forme particulière. Plusieurs sentiers semblent se dessiner par endroits. Au niveau des bornes 19 et 21, le cordon est très large et bien boisé. Parmi les causes de mon érosion, il y a le vent. Sous l'effet de l'énergie solaire, de l'évaporation, le refroidissement, la condensation et les précipitations, celui-ci va être généré par ce cycle air chaud, air froid. Issus d'un souffle de vent, les vagues sont des ondes qui se propagent à la surface de l'eau. Lorsqu'elles avancent, une vague met la masse d'eau en mouvement, mais ne transporte pas de matière avec elle. Les gouttes d'eau décrivent un cercle, elles avancent au passage de la crête et reculent au passage du creux.
En profondeur, l'eau est de moins en moins agitée. Près des côtes, la hauteur des vagues augmente. Le frottement sur le fond les ralentit, déforme le mouvement des gouttes d'eau en ellipse, creuse la vague et provoque son déferlement. Le fèche, l'étendue d'une baie, est la distance en mer au-dessus de laquelle souffle un vent donné sans rencontrer d'obstacle depuis l'endroit où il est créé ou depuis une côte s'il vient de la terre. Pour le tombolo de Gien, c'est le vent orienté sud-ouest qui génère la houle la plus dévastatrice. Le site internet Marc d'Ifremer permet de visualiser l'évolution de la houle de la Méditerranée toutes les 3 heures. L'animation permet de visualiser la houle orientée sud-ouest. Ici, le 11 janvier 2016 à 7 heures, en est le point culminant avec une houle de 5 mètres à proximité de notre côte. Puis cela se déplace vers l'Italie. Sur cette même période, nous allons maintenant observer le détail de l'orientation du vent et de la hauteur de la houle à proximité de notre côte. La houle est bien orientée sud-ouest. Le 11 janvier, à 10 heures, nous avons une houle de 3,75 m à l'entrée du golfe de Gien. Les différents documents qui suivent illustrent le comportement de la houle suivant l'orientation du vent. Par vent d'est, je suis protégé. Ici, les vents d'est et ouest sont en opposition au niveau du double tombolo. Par vent sud-sud-ouest, je suis un peu exposé. Par vent sud-ouest, alors là, je suis exposé au maximum. Par vent d'ouest-sud-ouest, c'est un peu moins méchant. Ce jour de Mistral nord-ouest, le cap Sissier dévie la houle qui arrive moins directement sur moi. L'herbier de Posidonie joue un rôle important dans la stabilisation des fonds marins, l'amortissement de la houle et des vagues. Il favorise également le dépôt des particules sédimentaires. Il est aussi un grand fournisseur d'oxygène. Les rhizomes de Posidonie sont caractérisés par une croissance horizontale et verticale. La croissance verticale est à l'origine de l'édification de la matte et permet à la plante de lutter contre l'enfouissement lié à la sédimentation. Les herbiers de Posidonie fournissent un habitat essentiel à diverses espèces marines. Ils sont non seulement un lieu de vie et d'alimentation pour de nombreux poissons, mais aussi une frayère et une nurserie importantes pour ceux-ci. Nous allons maintenant faire le point de l'état de santé des herbiers de Posidonie de part et d'autre de mon double tombolo, à partir des plans à notre disposition à ce jour. De mon côté est, jusqu'à la bathymétrie des moins 20 mètres, l'herbier est sain. De moins 20 à moins 30 mètres, il est clairsemé. De moins 30 à moins 40 mètres, la matte est morte. Notez que cette zone est la limite d'implantation de la Posidonie par manque de luminosité pour sa photosynthèse. De mon côté ouest, les Posidonies sont absentes dans la zone des bichrocs. Jusqu'à la bathymétrie des moins 10 à moins 20 mètres, l'herbier est sain. De moins 10 à moins 30 mètres, l'herbier est clairsemé dans la moitié sud et de moins 20 à moins 30 mètres dans la moitié nord. Au-delà de moins 30 mètres, il n'y a plus de présence de Posidonie ni de matte morte répertoriée. Avec le fort développement de la navigation de plaisance, les ancres de bateaux sont un problème important pour les mattes de Posidonie qui me protègent.
Lorsqu'elles atteignent le fond, elles se plantent dans la mâte afin de maintenir le bateau à sa place. Puis, quand celui-ci pivote autour de ce point de fixation, la chaîne de l'ancre cisaille les herbiers. Lorsque le bateau remonte son ancre, il arrache une partie de l'herbier et le laboure au cours de cette manœuvre. Les feuilles de posidonie morte sont une aubaine pour moi, car lorsqu'elles échouent sur la plage, elles constituent des banquettes qui permettent d'atténuer et d'amortir l'effet de la houle lors des tempêtes. Par contre, au début de la saison estivale, elles sont enlevées dans les zones de baignade pour donner un aspect plus accueillant à la plage. Les nouveaux dépôts sont ensuite laissés en place pour le reste de la saison. Des panneaux expliquent aux baigneurs l'utilité du maintien de ces banquettes, même si la plage ne semble pas propre. Vous voilà arrivé à la fin de cette première partie qui vous a permis d'un peu mieux me connaître. Je vous raconterai bientôt la suite de ma longue histoire. Celle-ci concernera le constat et les nombreuses raisons de mon érosion, ainsi que les différentes études et projets passés et en cours. A priori, il y aura 4 pistes de réflexion principales. Continuer à remettre ponctuellement en état la dune et la route afin de maintenir un double accès agile. Réaliser le projet de Brisela-Martellia de 450 mètres de long à environ 150 mètres du rivage, mais après l'obtention des autorisations administratives, mais sans avoir la certitude qu'elle me soignera vraiment. Laisser faire la nature, qui conduira inévitablement un jour de fortes tempêtes à l'ablation de mon cordon dunaire, avec toutes les conséquences que cela produira sur l'écosystème de l'étang des Pesquiers. Ou alors accompagner l'érosion de la nature en effectuant un recul stratégique, comme par le passé, de l'étier et de la route. Le but de ce deuxième film sera, là aussi, de vous documenter au maximum afin que vous puissiez vous faire une idée objective de ma santé, en espérant que mes 2 grands bras puissent encore retenir l'île de Gien pour ne pas qu'elle s'en aille au large.